Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept, je sais que vous l'appréciez tout particulièrement, c'est celui des interviews FaceCam, dans un très beau décor en plus. Donc là, on va parler de la santé mentale et de tous les sujets annexes qui recouvrent. Donc on a la charmante compagnie de Alexia, je te laisse te présenter. Bonjour, du coup je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie de l'enfant. Concernant un petit peu mon parcours, j'ai fait une licence de psychologie en région parisienne et ensuite je suis partie faire mon master à l'université d'Angers qui est exclusivement spécialisé chez l'enfant et les troubles neurodéveloppementaux. Actuellement, je travaille à mi-temps sur deux sites, donc à l'hôpital et puis dans une UEMA, donc une unité d'enseignement maternel pour enfants autistes. Et puis j'ai aussi une petite activité libérale où je suis prestataire dans certaines entreprises. Ok, très bien. Dans un premier temps, félicitations pour ce parcours. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que la neuropsychologie pour ceux qui ne connaissent pas forcément le domaine ou la discipline. La neuropsychologie, c'est un petit peu une continuité de la psychologie qu'on connaît assez bien, mais plus spécialisée dans la compréhension du fonctionnement cognitif, associé aussi au comportement, aux émotions. Donc ça regroupe vraiment plusieurs domaines, c'est assez ciblé du coup sur le fonctionnement cérébral et ça permet d'apporter des réponses de diagnostic et d'accompagnement pour des personnes justement qui ont des particularités à ce niveau-là. Ok, super. Et du coup, si on pourrait faire une distinction entre les métiers de psychologue et les métiers de neuropsychologue, qu'est-ce qu'on pourrait... Il n'y a pas réellement de distinction, c'est vraiment une continuité. Nous, moi j'ai le titre de psychologue avec une spécialisation en neuropsychologie. C'est assez important de le dire parce que du coup, parfois il y a des débats, il y a des questions autour, mais c'est vraiment une continuité avec une spécialisation. C'est comme un médecin qui se spécialise en neurologie ou bien en gériatrie. Voilà, c'est un petit peu le même fonctionnement chez les psychologues. Ok, super. Merci pour ces éclaircissements. Et du coup, comment tu t'es destinée à ce métier? Ça a commencé assez tôt, donc un peu comme tout le monde au lycée. Donc moi, ça m'est venu assez facilement à l'esprit parce que je suis quelqu'un qui est assez disponible, le côté un petit peu bienveillant, envie d'accompagner les autres. Donc c'est des valeurs qui m'appartiennent, entre guillemets, qui font aussi partie de ma personnalité. Et du coup, en me questionnant un petit peu sur ce que j'aimerais faire, c'est vrai que la psycho, c'était quelque chose d'assez évident. Et puis aussi en croisant des parcours de vie parfois un petit peu difficiles, ça nous permet de justement se dire que on a envie aussi d'accompagner et d'aider ces personnes-là. Donc c'est comme ça que je me suis orientée en psycho. Mais après, la neuropsychologie, c'est venu un petit peu après, plutôt au cours de ma licence où là, on découvre un petit peu toutes les spécialités de la psychologie et on se forme, on se spécialise petit à petit. Ok, super. Ce que j'entends de ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a vraiment une prédestination à pouvoir exercer ce métier avec du coup un vécu et des acuités liées directement à ce métier. Et c'est vrai que souvent, ce sont des métiers qui nécessitent du coup des outils qu'on a déjà en amont. Du coup, je trouve ça très intéressant. Et il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que du coup, tu auras des figures autres que ce que tu as vécu qui t'ont incité ou orienté vers ce domaine-là du coup? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en psychologie, on a un petit peu cette âme où on lit beaucoup de choses, où on s'intéresse aussi à la recherche et on dit beaucoup que en psycho, les pionniers un petit peu de cette discipline sont des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Et il y en a une au cours de ma licence qui m'avait particulièrement intéressée, c'est Maria Ainsworth et qui a beaucoup travaillé en fait autour des enfants et de la relation avec la mère. Et c'est elle qui, à travers ses expériences et ses recherches, qui a commencé les travaux autour du style d'attachement. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est sans sa mère? Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est trop avec sa mère? Donc voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui a fondé mon parcours et qui m'a beaucoup aidée dans ce que je souhaite accomplir. Très intéressant et c'est vrai que moi du coup je suis en psychosociologie. J'ai fini mes études de psychosociologie et c'est vrai que maintenant que tu l'expliques, c'est vrai que c'est un mot que j'ai déjà eu en tête. Et c'est très intéressant je trouve parce que ça permet de déconstruire du coup avec ce que tu es en train de nous dire que aussi un mouvement féministe comme quoi il n'y a pas forcément que des hommes à la tête du coup et
c'est très valorisant de savoir tout ça. C'est assez paradoxal parce qu'à l'heure actuelle, dans la discipline, en tout cas dans le domaine de la psychologie, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, je trouve que c'est aussi bien de le rappeler que les figures féminines ont un impact important dans le domaine de la médecine, de la recherche, de la psychologie et des sciences de manière générale. Oui, tout à fait. Surtout que ce sont vraiment des disciplines fortes et qui sont vraiment à la tête de mouvements qui peuvent changer forcément des vies. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça sous cet angle-là. Du coup, c'est vrai que j'ai pu avoir l'occasion d'aller sur ta page Instagram qui va s'afficher juste en bas. Et j'ai pu voir un mantra très intéressant qui était Positive Brain, Positive Mind. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous l'expliciter? Oui. Ce mantra, je l'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on dit neuropsychologue, on pense à la cognition, on pense au cerveau. Mais voilà, le cerveau, il ne fonctionne pas tout seul. Nous, en tant que psychologue spécialisé en neuropsychologie, donc on s'intéresse au fonctionnement du cerveau, mais aussi au fonctionnement psychique de chaque individu. Et en fait, c'est des choses qui ne peuvent pas se dissocier. Quelqu'un qui a des difficultés attentionnelles, c'est pas forcément parce qu'il a eu un AVC ou bien il a eu un impact neurologique sur le plan du cerveau. Ça peut être aussi parce que c'est quelqu'un de très anxieux. Donc tout ce qui concerne la psyché, la santé mentale, ce que l'on ressent, c'est aussi très important et ça va avec. En fait, c'est un combo des deux. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce mantra. Et puis aussi parce que on dit beaucoup que les neuropsychologues sont des passeurs de tests. Voilà, ça a été un peu un mouvement, un jugement autour des neuropsychologues et c'est pas vrai du tout. C'est un des outils qu'on utilise le plus, mais comme tous les autres psychologues, on utilise tout plein d'outils la clinique est très importante dans notre analyse et dans notre compréhension de l'autre. Très intéressant encore une fois. C'est vrai qu'en fait, souvent, on a tendance à réduire la psychologie à certains aspects. C'est vrai que du coup, là, juste ce mantra, quand on explore un petit peu plus, on comprend qu'il y a plusieurs déconstructions à travers et ça nous permet de mieux saisir du coup absolument ce que c'est que le métier et de quoi ça se rapproche et quels sont les domaines d'action. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant et merci pour cet éclaircissement. Merci. Toujours en lien avec la page Instagram du coup que j'ai pu voir et qui je trouve super intéressante, j'aimerais savoir comment tu t'es dit un jour que j'allais lancer ma page Instagram, surtout sur cette tournure-là. Et je pense que ce serait intéressant que tu l'expliques au public. Ça a commencé durant mes études. C'est vrai que ma compréhension des choses était un petit peu différente. Et puis, j'estime que le temps d'un master, on n'a pas vraiment l'occasion de tout découvrir et tout approfondir. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de partager des choses en lien avec mon cursus universitaire. Donc que ce soit un peu plus théorique, mais aussi la vie quotidienne, la réalité du terrain finalement, que ce soit en stage, à l'université. Et c'est de là que j'ai créé cette page. Donc évidemment, elle évolue, le contenu aussi évolue, mais c'est parti de cette volonté en tout cas de partager et de sensibiliser autour de la psychologie et plus particulièrement de la neuropsychologie. Franchement, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça nous permet, et je vous invite du coup à aller le voir, c'est du coup à découvrir le métier, tout ce que tu fais, et ça, en fait, ça permet aussi encore plus de déconstruire le regard et de montrer en fait ce que c'est que vraiment ce métier-là et tous les bienfaits que ça apporte. Et du coup, est-ce que je pourrais savoir de quelle origine tu es? Oui, je suis d'origine sri-lankaise, mais je suis née en France. Ok, très bien. Du coup, moi, je suis indienne. Et du coup, on fait partie de la communauté Desi. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de la communauté Desi face du coup à cette thématique de la santé mentale. J'ai deux regards. C'est vrai que voilà, moi je suis née dans une famille aussi qui prête une grande importance à la culture, l'entourage aussi. Et c'est vrai que j'ai pu constater que ce soit dans ma vie privée, mais aussi à travers mes voyages et mes discussions, que la santé mentale, la psychologie, la psychiatrie restent, en tout cas pour une partie des générations, assez tabous. Avec des compréhensions qui sont différentes. Donc on a beaucoup de personnes encore qui croient à la divinité et à la psychologie, c'est-à-dire voilà, mon enfant il est malade, c'est une malédiction, voilà, tout ce concept autour de la psychologie. Et puis pour d'autres qui ne considèrent pas
la dépression, l'anxiété, le stress comme de réelles difficultés et du coup vivent un petit peu avec cette souffrance et ce fardeau alors qu'il y a des solutions et de plus en plus. Donc je pense qu'il faut pouvoir accepter ce décalage, cette temporalité qui est différente, mais pour autant continuer de travailler pour pouvoir justement faire évoluer les choses. Et le deuxième constat que je fais, c'est plutôt sur cette nouvelle génération. Donc je m'incorpore dans cette nouvelle génération et je trouve que voilà, les jeunes et les gens prennent de plus en plus soin d'eux, ont envie d'être accompagnés quand ils vivent des choses difficiles, qui se rendent compte que parfois ils sont mal et que du coup, ça nécessite un soutien, un soin et que oui, il faut aller parfois voir le médecin, oui, parfois il faut aller voir le psychiatre, oui, parfois il faut aller voir le neuropsychologue et ça se fait de plus en plus et je trouve ça très chouette. Mais du coup, il faut le supporter et c'est vrai que je travaille beaucoup avec des associations et notamment des écoles tamoules où on essaye de sensibiliser autour de ces thématiques, donc que ce soit la dépression ou bien l'anxiété. On fait des conférences qui sont totalement gratuites et accessible à tous. Et j'ai également mis en place dans une association une cellule psychologique qui est ouverte une fois par mois et qui peut se faire aussi bien en français qu'en tamoul, justement pour rendre accessible aussi le soin et que les personnes se disent « Ok, je ne vais pas tout de suite chez le médecin, mais je passe le cap à travers l'association de venir parler à quelqu'un et d'être orienté, guidé. » Et voilà, il faut aussi se rendre compte qu'en France, les soins psychiques, les soins mentaux coûtent cher. C'est pas gratuit, c'est pas toujours remboursé. Donc proposer cet espace de sensibilisation et d'accueil qui est gratuite, c'était aussi important pour moi parce que j'estime que justement la santé mentale, elle doit être accessible à tous. Ok, très intéressant. Et du coup, j'aimerais savoir si tu aurais le nom des structures pour déconstruire le tabou et donner envie aussi à ces personnes si elles sont intéressées de... Oui, donc je travaille avec l'association L'école CTEF et puis Shamrock Éducation aussi où vraiment je suis implantée une fois par mois pour la cellule psychologique et c'est aussi avec Shamrock Éducation qu'on réalise des conférences gratuites. Donc tout est mis sur leur site internet et puis leur page Instagram. Donc vous pouvez aller voir, il y a toutes les informations de façon assez régulière. Ok, super. Et j'aimerais savoir, en fait, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Oui, je suis diplômée depuis 2 ans, mais du coup, derrière, il y a 6 ans d'études, donc je ne sais pas à partir de quand on commence à compter, mais en tout cas, je suis dans le milieu professionnel depuis 2 ans. Ok, très bien. Et je trouve très intéressant la posture que tu prends, c'est-à-dire que moi, j'aimerais savoir, en fait, à partir du moment où tu t'es intéressée du coup, à ce champ-là, sans forcément l'exercer de manière professionnelle, et maintenant, est-ce que tu vois des évolutions? Ou par exemple, en fait, ces deux typologies de personnes que tu as décrites, est-ce que tu les retrouvais dès le début, quand tu t'es intéressée à la psychologie, ou c'est vraiment au cours du coup, de tout ce processus que tu as rencontré cette typologie-là? Je pense que c'est vraiment venu avec le temps et aussi avec mon regard qui forcément change. Au début, on est novice comme tout le monde, il y a des choses qu'on voit moins. Mais c'est vrai qu'à partir de mon master, en fait, j'ai fait un mémoire de recherche autour du bilinguisme franco-sri-lankais. Donc j'ai mené une petite étude et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants et du coup des familles d'origine sri-lankaise. Et c'est vrai que je voyais en fait ce décalage générationnel et à la fois psychologique chez les parents et chez les enfants. Et c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant et ça venait un petit peu conforter mon idée et mon vécu de ce décalage parfois qu'on peut avoir avec les représentations qu'ont nos parents et puis nous, ce qu'on vit quand on est en France et quand on est né et qu'on vit en France finalement. Et puis ça s'est poursuivi aussi à travers ma pratique clinique, donc à l'hôpital où je travaille. Donc moi, je suis vraiment dans le service mère-enfant et on reçoit beaucoup de familles issues de cette culture finalement qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la compréhension de leur enfant. Et puis en même temps, nous, on apporte un regard qui est très occidental et ça peut être assez difficile, ça prend du temps. On parle d'autisme, on sait que l'autisme
l'autisme, voilà, c'est entre guillemets incurable et ça nécessite des soins assez importants, ça nécessite aussi parfois un statut de handicap qui peut être difficile à entendre pour les parents. Et puis la symptomatologie de l'autisme, elle est parfois assez particulière, c'est-à-dire qu'on parle de communication, on parle d'interaction sociale, mais en fait ces domaines-là dans d'autres cultures, elles sont perçues différemment. Donc quand on reçoit une famille et qu'on leur dit bah voilà, votre enfant il a des difficultés dans tel domaine, on a parfois des réponses qui sont assez, moi je trouve étonnantes, c'est-à-dire qu'ils nous disent bah oui, mais et alors ça fait partie de sa personnalité, il est un petit peu introverti, c'est juste qu'il ne parle pas. Alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi plus derrière. Mais voilà, il y a à la fois l'aspect culturel, il y a à la fois la méconnaissance de certaines choses et puis cette temporalité entre cette génération et une génération qui est un petit peu plus ancienne. Donc voilà, c'est pas évident de gérer un petit peu toutes ces différences et de pouvoir accompagner les familles et les enfants, mais c'est ce qui fait la richesse, je trouve, aussi de mon métier finalement. En fait, moi, ce que je ressens, en fait, et ce que je reçois et tout ce que tu es en train de me dire, c'est que inconsciemment et aussi, je pense, très fortement consciemment, il y a une très grande partie de ta personne qui est engagée, du coup, dans le fait de développer la santé mentale auprès de cette communauté. Et je trouve ça encore plus intéressant vis-à-vis de tout le rapport que tu peux avoir et aussi la posture que tu as. C'est-à-dire qu'au-delà de pratiquer cette discipline, tu axes vraiment ces champs de recherche sur la communauté en parallèle, etc. Et donc, ça permet vraiment d'amener des actions considérables au-delà de la pensée d'être engagé sur cette thématique-là. Il y a vraiment ce côté aussi pratique que je trouve super intéressant. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu as vraiment cette conscience-là de créer quelque chose, entre guillemets, de nouveau auprès de cette communauté, de créer une sorte d'évolution sur ces thématiques-là et de casser le tabou? Est-ce que tu en as conscience? De plus en plus, c'est vrai qu'au début, pas forcément, mais à travers les réseaux sociaux, à travers les retours que j'ai, je me rends compte que justement petit à petit, et je ne suis pas toute seule à le faire, hein, il y a du coup plein de collaborateurs et je pense que vous en faites partie aussi grâce à cette interview, c'est justement de faire évoluer les choses, de médiatiser les choses, de pouvoir aussi offrir des espaces où on peut en discuter ouvertement. Et oui, ça nécessite parfois un peu de temps, un peu d'effort, mais je pense que c'est nécessaire et ça va permettre aux générations futures justement de vivre encore mieux et de se comprendre encore mieux. Donc pour moi, ça n'a pas de prix et c'est vrai qu'en tant que psychologue, on est très engagé, que ce soit sur le plan psychique, mais aussi de notre personne. Parfois, ça continue tard le soir, nos réflexions, nos analyses, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait apporter. C'est rare qu'en quittant mon bureau à 17h, je me dis « allez, stop, mon cerveau est en off » et puis je passe à autre chose. C'est souvent une continuité, mais c'est aussi important par moment de savoir s'arrêter et de faire une pause justement pour pouvoir être disponible pour les autres. C'est vrai que c'est une charge mentale plutôt conséquente. Et en fait, là, on voit tout l'aspect positif qui, du coup, ne peut pas être indéniable. Mais je me doute aussi qu'il y a sûrement dû avoir un aspect peut-être négatif ou des mauvais retours. Est-ce que, dans un premier temps, c'était quelque chose de compliqué ou pas au niveau de ta famille d'entendre ce chant-là professionnel? Alors, entendre ce chant professionnel, je dirais que non, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite inquiétude de « oh, mais tu vas écouter la souffrance des autres, tu vas entendre le fardeau des autres, tu vas avoir des enfants qui sont malades, tu as vraiment envie de faire ça, tu vas passer des journées à l'hôpital, est-ce que tu as vraiment envie? Il y a d'autres métiers qui sont plus sympas, plus intéressants. » Donc oui, il faut s'y confronter et puis je pense qu'il faut un petit peu vendre aussi son travail, son métier. C'est vrai que la psychologie a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de mauvaises rumeurs, entre guillemets, autour de la psychologie. Mais voilà, c'est un domaine qui est fondé sur de la recherche, qui est fondé sur la science, qui est validé scientifiquement. Les outils qu'on utilise, ils sont aussi valides. Donc, c'est important, justement, de mettre en avant ce métier et puis de le porter et d'avoir confiance. Donc, une fois qu'on le fait, ça se passe plutôt bien. En tout cas, pour ma part, ça s'est bien passé. Ok, super. Et dans tout le discours que tu as tenu jusqu'à présent, il y a un moment où j'ai ressenti quelque chose, dis-moi si je me trompe, c'est peut-être un refus du soin de la communauté, de certaines personnes. Du coup, j'aimerais avoir plus d'informations sur cette scène.
Oui, j'ai rencontré au cours de mes stages, mais aussi de ma pratique, certains patients pour qui finalement ce qu'on disait n'avait pas encore de valeur. La question par exemple de la dépression, de l'anxiété était difficile à considérer et à accepter, parce qu'elle est perçue différemment chez eux. Et c'est aussi un droit, c'est-à-dire que quand le patient ne veut pas, il ne veut pas. Et c'est important de le respecter et de respecter sa temporalité. On est tous différents. À un moment donné, on veut et à un moment donné, on ne veut plus. Et ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à ce refus d'aide et de soins. Mais des personnes qui, 8 mois après, nous envoient un mail en disant « oui, finalement… » voilà. Il y a une idée qui vient de jaillir dans ma tête, c'est qu'en fait, en étant dans cette discipline, dans un champ plutôt similaire, il y a quelque chose auquel j'ai souvent fait face, c'est le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'on est dans cette relation du soin, on a souvent du coup cette volonté d'aider l'autre. Et en fait, comment ça se passe quand il y a un refus de la part de la personne qui a besoin d'un soin, qui refuse du coup cette aide? Je trouve ta question très intéressante. C'est vrai qu'on est confronté finalement assez régulièrement à ce refus, du moins dans un premier temps, parce qu'il y a plusieurs phases, hein. Il y a une phase de choc, il y a une phase de déni, il y a une phase d'acceptation, donc ça prend du temps. Et je pense que c'est important de laisser ce temps et de respecter la temporalité aussi de chaque personne, de chaque patient. Quand un patient ne veut pas de notre aide ou de notre soin, il est aussi dans son droit, donc c'est à nous aussi de savoir accepter ça. Après, en ce qui concerne les enfants, c'est différent parce qu'on estime que quand il y a de la maltraitance ou d'autres comportements qui sont assez particuliers ou bien qui attirent notre attention, on peut imposer, obliger certaines choses. Mais en tout cas, dans ma pratique, le travail qu'on fait, il est collaboratif avec les médecins référents, avec les enseignants, avec d'autres professionnels pour essayer d'accompagner les parents et l'enfant pour justement trouver des solutions avant d'imposer quelque chose. Et ce côté travail collaboratif, il est très important que ce soit au sein de l'institution, mais aussi avec la famille. On ne va jamais agir avec l'enfant seul, que ce soit pour des projets, que ce soit pour des prises en charge, c'est toujours avec l'accord et avec le souhait des parents et de l'enfant, hein. Même si l'enfant n'est pas majeur, il a aussi son mot à dire et c'est très important justement de laisser de l'espace à ce droit-là pour optimiser au mieux finalement la prise en charge et aider le patient. Ok, super intéressant. Et dans tout ce que tu es en train de me dire, j'entends en fait deux piliers fondamentaux dans ce champ-là, c'est du coup la bienveillance et le respect. C'est-à-dire que face du coup souvent à ce contexte transculturel aussi, de voir qu'il y a des cultures qui ne fonctionnent pas forcément pareil, qui n'ont pas forcément le même regard, la même déconstruction à porter sur la santé mentale, d'être ok avec ça et de se dire en fait on n'impose rien et on respecte du coup la perception de la personne. Et je trouve ça très intéressant, d'autant plus que j'ai cette conception aussi que je partage avec toi, à savoir celle de la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on sait qu'on peut aider une personne, on sait ce dont elle a besoin et on sait ce qu'on pourrait lui apporter. Cependant, il faut aussi avoir en tête que c'est un travail, comme tu le disais, collaboratif, au-delà du fait qu'on n'est pas seul à donner le diagnostic, mais ce travail collaboratif de se dire que la personne, dans son soin, elle est accompagnée. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas la chose et on l'aide elle-même à avoir cette ouverture d'esprit et de se dire « Ok, j'ai besoin de ça, pas parce qu'on me l'impose, mais parce que j'ai cette nécessité, j'ai cette envie et ça pourrait m'apporter, déconstruire, en fait, d'apporter cette manière aussi positive de voir la vie et de se dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose, mais c'est quelque chose qui pourrait nous servir et nous permettre d'être mieux. » Donc, je trouve ça très intéressant. Et je me permets aussi de rebondir sur le fait que tu travailles de manière collaborative avec les médecins. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux toi-même donner le diagnostic d'un tel trouble ou non? Déjà, je trouve que tu as très bien résumé le concept de la co-construction dans la prise en charge. Voilà, c'est quelque chose de dynamique où le patient et sa famille, il est vraiment moteur et il est au centre de sa propre prise en charge. Donc ça, c'est très important de le dire et de le rappeler. C'est parfois aussi ce qui fait peur finalement à beaucoup de personnes de se dire qu'on va imposer cette chose alors que voilà, on est vraiment dans une démarche en tout cas d'apporter mais non d'imposer. Donc c'est vraiment bien de pouvoir le résumer aussi comme ça.
Et au niveau du diagnostic, en tout cas en France, le psychologue il n'a pas le droit de poser le diagnostic, mais il contribue. Donc il va venir travailler toujours en collaboration avec le médecin et notamment le neuropsychologue pour poser un diagnostic, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte ou bien chez le personne âgée. Il va venir justement évaluer le patient, il va apporter son expertise, il va poser son analyse et puis ensuite ce sera au médecin, avec l'évaluation neuropsychologique, d'autres éléments, de poser le diagnostic. Dans d'autres pays, ça se passe différemment, mais en tout cas en France, c'est la procédure. Donc voilà, on vient vraiment contribuer et aider au diagnostic. Ok, super intéressant. Et j'aimerais savoir aussi, du coup, l'équivalence au Sri Lanka, est-ce que tu sais comment ça se passe, du coup? Alors, j'ai fait une petite étude durant mon master sur justement le fonctionnement des études de psychologie, du moins au Sri Lanka. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en Inde, mais j'ai plus cherché au Sri Lanka et c'est assez flou. Voilà, je pense que c'est un bac+5, mais au niveau du parcours, c'est très flou, c'est-à-dire qu'il me semble la licence et le master est regroupé et puis ils voient tout. Donc un petit peu de sociologie, un petit peu de neuropsychologie, un petit peu de développement. Enfin voilà, les stages aussi, c'est pas exactement pareil. Voilà, en France, il y a un certain nombre de stages qui est imposé durant la licence et durant le master. Là-bas, c'est différent. Et à l'époque, quand j'avais fait justement cette petite recherche au Sri Lanka, on ne comptait que 36 psychologues. Donc pour dire que c'est très peu, que c'est encore assez méconnu et que justement les formations, elles sont en train d'évoluer et puis de se construire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez à approfondir voilà, dans ces pays-là en tout cas. Très bien. Et du coup, une petite question qui vient de me parvenir, c'est est-ce que toi, du coup, ça t'intéresserait de retourner du coup dans ton pays d'origine pour pouvoir pratiquer ta discipline là-bas, étant donné que tu me dis qu'il y a beaucoup de choses du coup à améliorer de ce point de vue-là. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé ou non? Alors, aller vivre au Sri Lanka, je pense pas. C'est vrai que voilà, c'est une préférence, c'est un choix pour moi de rester ici. Après, travailler avec cette population-là, carrément. Et je le fais déjà justement à l'hôpital, à travers les associations, justement d'essayer d'accompagner ces personnes-là qui souvent viennent du Sri Lanka, donc le cheminement est un petit peu le même. Et après, pourquoi pas faire du bénévolat ou des choses comme ça, ça pourrait m'intéresser. C'est très intéressant. Du coup, ça permettra aussi d'avoir une autre perspective parce que le contexte ne sera pas forcément le même. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, ça donnerait des données en plus, pardon. Et il y a juste quelque chose que je voulais rajouter avec ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le refus du soin, il y a aussi cette notion à prendre en compte que ce n'est pas du coup un échec. C'est vrai que souvent, on a tendance à se dire qu'en fait, la personne elle a besoin d'avoir un soin à un instant T, mais elle ne le reçoit pas. Donc, on peut le percevoir comme un échec. Sauf que je pense qu'il faut aussi l'entendre dans le fait qu'il y a une certaine déconstruction et une certaine éveil personnel à avoir dans cette relation au soin et de se dire qu'en fait, je peux à ce moment-là le recevoir parce que je sais que j'en ai besoin, que ça pourrait m'être bénéfique sans forcément avoir tout l'aspect négatif. Du coup, vraiment enlever tout ce côté préconstruit de ce qu'on pense que c'est la santé mentale. Et c'est pour ça qu'à un instant T, on peut ne pas recevoir cette nécessité, mais de l'autre côté, à un moment, plus tard, le recevoir et le comprendre dans l'urgence. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres cas, comme tu le disais, où il y a vraiment nécessité de poser un diagnostic et d'agir parce qu'il y a cette notion d'urgence. Donc, il y a différents degrés à prendre en compte. Je trouvais ça intéressant de le souligner. Tu l'as très bien résumé, ce côté où parfois on voit qu'une seule fois le patient, on pose une graine et puis quelques mois, quelques années après, ça fait sens. Et pour qui ça ne fait pas sens, voilà, c'est très important de ne pas imposer, de respecter aussi la culture et l'histoire de chacun. C'est ce qui fait, je trouve, un bel accompagnement finalement avec le patient. C'est ce respect mutuelle et cette alliance qui se crée petit à petit. Au cœur de notre travail, c'est aussi la confiance. Voilà, on est tenu au secret professionnel, on est tenu au secret médical. Donc, quand quelqu'un vient se livrer auprès de nous, c'est bon à savoir que ce n'est pas divulgué, que ça reste entre le patient et nous et qu'on agit toujours en son bien.
Donc je pense que c'est important de le rappeler. Ouais, c'est vrai, cette notion aussi de protection, de sécurité, et de se dire que peut-être qu'on ne connaît pas la personne avec qui on est, mais qu'on est encadré du coup avec cette sécurité, cette protection, de se dire que ce qu'on dit ne sera pas forcément dévoilé aux autres. Donc c'est vrai que c'est intéressant. J'ai une petite question qui me parvient à l'esprit, c'est admettons qu'on ait une petite baguette magique entre nos mains et qu'on soit dans un monde totalement utopique. Qu'est-ce que actuellement t'aimerais apporter, changer, modifier dans cette discipline pour pouvoir l'améliorer? C'est une belle question. Qu'est-ce que j'aimerais apporter? Je pense que cette ouverture d'esprit et cette acceptation de chacun, elle est très importante. En tout cas, c'est une des choses qui sont assez importantes pour moi et ce qui est aussi important dans mon métier et dans ce qu'on fait. Et aussi dans notre société, le respect mutuel, l'acceptation, l'empathie. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus égoïste, où il se passe des choses qui sont assez difficiles à entendre. Donc si j'avais une baguette magique, je pense que je dirais un petit peu à chacun d'avoir un peu plus une ouverture d'esprit. Et voilà, parfois on rencontre des gens, on a des jugements, on a des a priori, et puis voilà, de laisser le temps de connaître les personnes, l'histoire de chacun, c'est important et c'est essentiel pour pouvoir mieux se comprendre tout simplement. Si je peux me permettre une petite analyse, je trouve ça très agréable de l'entendre d'un point de vue intellectualisé, c'est-à-dire qu'en fait ce que tu es en train de me dire, inconsciemment c'est ce que tu es déjà en train de faire à travers tes différentes actions. Du coup peut-être que c'est pas un monde si utopique qu'on pourrait le penser. Donc je trouve ça intéressant aussi de le voir. Et du coup, on encourage un petit peu tout le monde à aller dans cette voie-là et de pouvoir déconstruire tous ces idéaux. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait vraiment à cœur de faire cette interview pour en fait parler de cette thématique qu'on trouve très intéressante dans cette communauté et d'éveiller en fait. Et je suis sûre que vous, à travers votre écran, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant, je ne le pensais pas comme ça ». Donc c'est vrai que c'est un moment très agréable. Eh bien, merci beaucoup à toi, j'ai trouvé ça aussi très enrichissant et je trouve ça super sympa de laisser l'opportunité de parler de la santé mentale de façon gratuite et accessible. Donc voilà, c'est comme ça qu'on contribue à l'émancipation de chacun, donc merci beaucoup. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup et j'aimerais juste du coup dans cette volet-là, enfin dans ce volet-là plutôt, dans cette visée également, c'est de savoir en fait si tu avais du coup tout le public qui est en train de nous regarder là actuellement, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme message? Ça peut être un message ou plusieurs ou des petits mots, comme tu veux, libre expression, et je te laisse du coup les Je dirais de prendre soin de sa santé mentale au même titre que sa santé physique. Je vois beaucoup de gens qui font du sport, qui prennent soin d'eux et prenez soin de vous, mais vraiment intérieurement. Ça fait aussi beaucoup de bien et on peut le faire à un degré minime et c'est à la portée de chacun. Donc voilà, j'encourage vraiment cette démarche de prendre soin de sa santé mentale. Ok. Et c'est en fait, c'est enlever aussi tout le tabou qu'il y a autour et de se dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive à des personnes qui ont un souci, entre guillemets, mais que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir à cœur. Au même titre qu'en fait, on prend soin de sa santé physique, du coup, avec notre nutrition, le sport, etc. C'est aussi un volet à prendre en compte et pour tout le monde, tout simplement. Et du coup, j'étais très ravie de faire ta rencontre, de faire la rencontre de toute l'équipe en question. Merci pour du coup, cette invitation dans ces lieux. Et c'était très agréable aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voilà, ce sera la petite pause goûter pour nous et prenez soin de vous.